bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à ce café artistique. Ça marche? Soyez les bienvenus à ce café artistique. Et j'aurais bien voulu vous adresser un discours de bienvenue, mais après ce beau discours de M. Cissé, ayant respecté vos titres et grades, je voudrais bien, je pense bien que vous êtes bien honorés et bien introduits dans ce café. Par ailleurs, je m'avais vous parler de l'invité et de son camarade de scène, son ami de longue date. Mais qu'est-ce que j'aurais à dire sur eux que vous ne saviez pas déjà? Connus et aimés tous les deux, ils sont des grands hommes de la culture malienne. Donc du coup, qui ne sont plus à présenter, mais plutôt à écouter. À écouter pour leur expérience et à écouter aussi pour la grandeur de leur personnalité. Ils sont aussi à imiter pour leur vision pour la culture malienne. Donc, je vous prie de les ovationner pour tout ce qu'ils font pour notre culture. Merci. Et je vous rappelle que ce café est un concept, le café littéraire et artistique est un concept initié par l'association culturelle Artisec dans le but de la promotion de la culture et d'échange des acteurs culturels entre les acteurs culturels et le public. Mais ce café-là a été sollicité par le club Artisec, qui est un club sous la tutelle de l'Artisec, un club dont l'objectif est de réunir les jeunes artistes afin d'échanger sur les activités artistiques, de formation, d'encadrement et de réalisation dans tous les domaines de l'art. Donc je profite de l'occasion pour saluer tous les membres du club et plus particulièrement le secrétaire général Céline Moko. Je vous prie de l'applaudir pour tout ce que vous faites. Ko denmisɛnnin ma kɔrɔntan tɛ kuma kan kɔrɔ fɔ n'i ye maa hakilita ye o fana b'a fɔ fana ko denmisɛnnin maakɔrɔfɛ baro la o n'a fila man kan o de la sa an ye wele bila an ka cɛkɔrɔba ma pour que a kana fila fila fɔ an ye donc sur ce je passe la parole au président Adama Traoré pour ses mots de bienvenue. À vous, monsieur. Merci bien, monsieur Koné. Je suis très content donc, de vous retrouver aujourd'hui encore. C'est vrai que nous avons tous besoin de l'expérience de chacun d'entre nous. Mais vous autres, précisément jeunes, je crois que vous avez intérêt à apprendre de vos aînés. Et vous ne vous êtes pas trompé quand vous m'avez dit que vous souhaiteriez écouter Amadou Kassouri. Je le connais sur beaucoup d'angles que vous figurez pas. Mais j'estime quand même aujourd'hui, et après tout ce qu'il a fait, il mérite d'être écouté. Et si vous avez des oreilles attentives, des bonnes oreilles comme dirait l'autre, je suis persuadé que vous allez en apprendre beaucoup. Il a plein d'astuces parce que on parle toujours d'expérience. Et chaque fois que j'ai eu l'opportunité de me prononcer sur le mot expérience, j'ai dit que c'est la somme des bêtises qu'on a eu le temps de faire. Et donc, pour vous éviter de faire des bêtises, si vous écoutez son expérience, je crois que ça va vous permettre d'échapper à beaucoup d'obstacles, d'être des gens aguerris. Et c'est sur ces propos que je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue. Vous remercier de votre attention et dire que je me retire de la parole ici. Merci, cher père.
voilà, ça marche maintenant. Et donc, sans plus tarder, nous allons poser des questions à notre invité. Je pense que c'est le but pour donc échange. Et M. Kassoké, on aimerait poser quelques questions au nom du club et tous ceux qui sont pour tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir vous voir et vous écouter. Merci. Et sur ce, la première question, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel, s'il vous plaît? Très bien. Et avant de parler de ce parcours-là, je tiens énormément à saluer Acte 7 sous la direction de Adama, que je connais très bien. Et je sais que, bon an, mal an, il y a des gens qui sont en train de lutter contre l'agonie de l'art. Parce qu'il faut le dire, notre art est en train d'agoniser. Et il y a des gens qui sont en train de lutter contre cette agonie pour la survie de cet art. Et ça, c'est des gens qui méritent d'être ovationnés, c'est des gens qui méritent d'être félicités, et c'est des gens qui méritent d'être des repères pour notre grand pays avec sa grande culture et notre grand Mali. Et donc parmi ceux qui doivent être félicités et ovationnés, je crois que Adama n'est pas des moindres. Je voudrais bien que l'on l'acclame très très fort. Ce que l'État devrait faire, Adama est en train de le faire. Et d'où l'existence de ce café-théâtre. Ça, c'est une chose qui devrait être initiée par l'État. Dans tous les pays civilisés, et je parle sous le contrôle de Adama qui a beaucoup voyagé et qui a beaucoup vu et écouté des grands metteurs en scène, des hommes de culture. Et je crois que si ce n'est notre pays, dans tous les pays civilisés, l'art est au premier rang. Il faut le dire. Un artiste, ce n'est pas celui que l'on appelle, comme on a coutume d'appeler ici, la crocodile ou bien l'amuseur public, non. De la façon dont on respecte les prêcheurs pour guérir la société, je crois que s'il y a quelqu'un qui prêche et s'il y a quelqu'un qui guérit les tares de la société, c'est l'artiste. Et tous ceux qui œuvrent pour la survie de cet art, moi je crois que c'est des gens qui doivent être magnifiés. Merci beaucoup, merci beaucoup Acte 7 et merci beaucoup tous les organisateurs et vous surtout qui êtes venus pour écouter les mauvaises personnes. Mon parcours. Bon, c'est très difficile de parler de soi-même, mais je vais tenter de vous dire le cheminement de ma course. Je peux dire que je suis un produit des biennales artistiques, un pur produit des biennales artistiques. Et il y avait des gens comme Habib Diombeli, Adama connaît très bien, c'est le père des journalistes
délégués qui sont à leur thème. Ça, c'est des gens qui étaient à Bandiagara. Ils étaient des responsables pionniers. C'était des responsables des semaines locales, culturelles et même des semaines de quartier. Et alors, des gens comme Ngolina Ntoumé, des gens comme Lamine, qui était au district ici, et je veux dire que je suis un peu leur produit. Certes, vous avez vu peut-être les dernières biennales. Ça n'a rien à voir avec les biennales de 1960, de 1962, de 1964, de 1966 et tout ça. Parce que pendant la biennale, c'était vraiment le donner et le recevoir. C'était une rencontre, c'était une osmose entre non seulement les acteurs de la société malienne, mais c'était aussi pour magnifier les valeurs cardinales de notre pays qu'est le Grand Mali. Il faut reconnaître que le Mali est un grand pays de culture, de très grande culture. Donc depuis l'avènement des biennales, j'ai aimé les arts. D'aucuns diront que peut-être j'ai aimé le théâtre. Non. Moi, c'est par accident que je suis devenu un comédien. C'est vrai. D'abord, je suis sorti de l'école normale secondaire de la fameuse section Histoire, Sciences de la Terre. Et c'est une section qui, après la première promotion, on l'a condamné. Parce qu'on a préparé beaucoup de surmenés. Il y a eu beaucoup de surmenés. C'était la section qui était la plus difficile à l'école normale. Sciences, histoire, sciences de la Terre. Alors, c'était une section où, en biologie, on n'avait pas le droit de rater. C'était coefficient 6. Anglais, c'était coefficient 5. Géographie, c'était coefficient 6. Histoire, coefficient 6. Cartographie, coefficient 6. Littérature, coefficient 5. Donc, vous voyez, on n'a pas le droit d'échouer. Et vous ratez la moyenne dans aucune de ces matières, vous êtes ajourné. Donc, pour pouvoir sortir de cette école-là, les gens étaient obligés de travailler nuit et jour, d'arrache-pied. Et c'est pourquoi, à la fin des 4 années, il y a eu beaucoup de surmenés. Et l'État a vu que cette section-là ne pouvait pas continuer. Et on a fermé la section. C'est après la fermeture de cette section que moi, je me suis donné comme mission de tenter de venir à l'Institut national des arts. Parce que quand nous on passait au DER, à l'Institut national des arts, pour la section art dramatique, c'était quelque chose de biennal aussi. C'est-à-dire que si cette année on recrute des élèves d'art dramatique, il faut une année d'intervalle avant de recruter l'autre promotion. Donc chaque 2 ans, il y avait un recrutement. Et moi, malheureusement, je suis tombé sur l'année qui a frotté. Donc je ne pouvais pas venir à l'Institut national des arts. Pourtant, j'aimais beaucoup les arts. Et je ne venais pas pour le théâtre en réalité, mais j'étais un très grand chanteur de Koroba. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Koroba, cette sorte d'opéra dogon qui est là. Et depuis mon jeune âge, j'étais un très grand chanteur. Et je venais donc, je voulais venir à l'INA pour faire musique.
Mais en notre temps, quand on venait à l'INA, on faisait le concours et le concours était... C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas... Aujourd'hui, si vous voulez partir à l'INA, vous partez et puis vous faites une demande et vous choisissez votre section. La section art dramatique, art plastique, musique, animation socio-culturelle, vous demandez et vous faites. Mais nous, malheureusement, quand nous on partait, il fallait composer dans toutes les sections. Il fallait composer en art plastique, il fallait composer en musique, il fallait composer en art plastique et tout, en métier d'art, en animation socio-culturelle. Et la façon d'y aller d'abord, je vais y revenir, mais quand je suis allé, c'est de là que je parle maintenant. Alors quand je suis allé, eh bien, on a fait toutes ces compositions-là et j'ai passé dans toutes ces sections-là. Maintenant, il fallait faire le choix. Et le choix ne m'appartenait pas. Je ne sais pas si vous avez connu Feu Gaussou Diawara qui était un écrivain et qui enseignait en ce moment-là à l'Institut national des arts. Feu Gaussou Diawara était le président du comité pédagogique d'art dramatique et c'est lui qui a décidé, il dit qu'en section art dramatique, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Donc ce garçon-là, on va l'envoyer en section art dramatique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en art dramatique, bon, oui, maintenant. Mais je n'ai pas regretté, parce que quand j'y suis allé, bien sûr, moi je venais de l'école normale avant d'aller là-bas. Hein. Je ne suis pas parti directement avec le DEF. Donc ceux qui sont partis directement avec le DEF, ils quittent le DEF et puis ils vont là-bas. Mais moi j'ai fait 4 ans à l'école normale en faisant la section histoire de la DEF. Et c'est après que je suis allé à l'INA. Donc en littérature, en histoire, en géographie, on étudiait un peu toutes ces choses-là. On connaissait très bien ce qui était la Grèce antique, on connaissait l'art baroque, romain, tout ça. On avait étudié ça à l'école normale. Et quand je suis venu à l'INA, je suis parti à l'Institut national et en section art dramatique. Quand on a commencé à donner le programme, pour moi c'était une véritable révision parce que j'avais vu tout ça là. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en tout cas en théorie, je voyais que j'avais beaucoup de privilèges. Maintenant, c'était la pratique. Et en pratique, Dieu merci, je n'étais pas parmi les derniers. Et c'est comme ça que je suis arrivé à sortir, j'ai fait mes 4 années et je suis sorti majeur de la promotion art dramatique. Et quand je suis sorti, très sincèrement, je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert parce que j'ai eu des bourses, beaucoup de bourses. Je voulais partir à l'étranger pour étudier l'art dramatique, pour revenir, mais je vous dis qu'il y a eu beaucoup d'embûches. Beaucoup d'embûches. J'ai eu une première bourse, c'était sur la Grèce. C'est quelqu'un d'autre qui est parti. Je ne me suis pas découragé. J'ai eu une deuxième bourse, c'était en France. Quelqu'un d'autre est parti. Je ne me suis pas découragé. J'ai eu une troisième bourse, c'était au Canada. Ce n'est même pas un artiste qui est parti, mais c'était un comptable qui est parti à ma place. Vous pouvez imaginer. Et ça, je ne me suis pas découragé non plus. Donc, il y a eu tellement de choses. Et finalement, quand je suis sorti de la section art dramatique, on m'a dit, toi tu restes là comme formateur. Je suis sorti de l'art dramatique, j'ai fait mes 4 années en art dramatique, et puis on me dit d'enseigner art dramatique, sans avoir aucune expérience. Alors, là j'étais obligé, j'étais confronté à un problème. Confronté à un problème parce que pour enseigner, il faut savoir beaucoup plus que ceux que tu enseignes. Donc, moi j'avais besoin de formation pour pouvoir enseigner l'art dramatique pour ceux qui viennent en art dramatique avec le père. Mais puisque je n'avais pas de formation, alors je me suis dit, il faut que je me force, il faut que je me forme moi-même, puisque je n'ai pas eu de bourse. On m'a toujours enlevé ma bourse. Donc il faut absolument que moi-même je me forme. Et c'est ainsi que
tout ce qui passait sous mes yeux, en tout cas en ce qui concernait le théâtre, que ce soit la mise en scène, que ce soit la scénographie, que ce soit, je ne sais pas moi, le décor, tout ce qui passait sous mes yeux, je les dévorais. Je les dévorais et je les mettais en pratique. Et c'est pourquoi, durant tout le temps que j'étais en train d'enseigner à l'Institut national des arts, il y avait un programme que l'État avait déjà initié. Mais tellement j'étais imbu de ce que je lisais et de ce que je faisais moi-même par rapport à ma formation personnelle, déjà je devenais très impoli vis-à-vis du respect du programme à l'INA. C'est ainsi que mes élèves, depuis la première année jusqu'en 4e année, quand je les ai, je ne me fichais pas mal du programme que l'on donne. Et je partais pour former les élèves en tant que quelqu'un qui a connu, qui a ramassé pêle-mêle par-ci par-là des choses, et ce sont ces expériences que je faisais. Par exemple, Adama est témoin, quand j'avais mes élèves en formation pratique, très souvent je quittais la scène en plein air de l'Institut national des arts, et des fois je me trouvais au Pongé, chez les fous là-bas. Ou bien, des fois je me trouvais aux ateliers géologiques. Une fois je suis parti voir, c'est une anecdote que je vous raconte, hein. Je suis allé voir une grosse tortue qui était en train de se déplacer de façon très pénible, et ça m'a tellement fait, ça m'a tellement inspiré. Alors je suis resté là 1 heure de temps à observer cette tortue. Et qu'est-ce que je fais? Je vais à l'Institut national des arts, le lendemain, je prends mes élèves et je vais au jardin géologique, et j'ai demandé au gardien du jardin géologique de faire sortir la tortue. On a fait sortir la tortue, et je dis aujourd'hui tout le monde va être tortue. Et c'est ainsi que j'ai soumis tous les élèves à se déplacer comme cette tortue. Et quand je suis venu à l'Institut national des arts, à l'INA, pour la restitution de ce que l'on a appris avec cette tortue-là, eh bien, quand on l'a joué, ça a été la procédure. Il y avait plusieurs tortues qui s'étaient déplacées. Et c'était très beau. Et c'est des choses comme ça, moi, qui m'animaient. C'est des choses comme ça. Et aujourd'hui, ce que je déplore un peu, et j'en ai parlé très souvent avec Adama, nous avons en tant que comédiens, nous avons des missions. Nous avons des missions, et en art dramatique, vous savez, il y a l'expression corporelle, il y a la diction, il y a l'interprétation, il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme ça rentre dans. Et nous, à notre temps, c'était très précieux. Mais aujourd'hui, je crois que l'on a un peu lâché les choses, et souvent quand j'entends des sortants de l'Institut national des arts parler, je me dis, mais est-ce que c'est un vrai sortant de l'Institut national des arts? Parce qu'il n'y a aucune exigence de la diction. Et ça, c'est notre grand problème. Nous allons, et ça, il faut remercier Adama, parce que Acte 7 travaille beaucoup sur ces choses-là. Et je crois qu'il faut très bien remercier Adama, parce que la formation à l'Institut national aujourd'hui n'est pas tellement... Il n'est pas exigé à ce que l'on tienne beaucoup compte de cette façon de parler. Le commun du mortel, quand il parle dans la rue, et vous, en tant que comédien, quand vous parlez, il y a une différence nette entre vous, normalement. Que ce soit en bambara, la diction elle est universelle. Hein. Quand moi j'entends parler de la diction française, moi ça me fait rire. La diction, c'est la diction. Il n'y a pas une diction française. La diction, c'est la diction tout court. Et que ce soit en bambara, que ce soit en peu, que ce soit en dogon, que ce soit en français, que ce soit en espagnol, si vous avez une très bonne diction, vous partez. Et vous savez,
les grands joueurs de football, ils se vendent sur le plan international. Les comédiens aussi se vendent. Et la première pièce que l'on considère le plus chez l'acteur, c'est la diction. L'interprétation, c'est quelque chose que l'on peut fabriquer, que l'on peut, je ne sais pas, forger. Mais la diction, si tu ne fais pas attention, il y a ce qu'on appelle les 3 politesses de l'acteur. Il faut se faire entendre, il faut se faire comprendre et il faut projeter ce que l'on dit pour que les gens comprennent, n'est-ce pas? Donc l'articulation, on ne peut pas parler d'articulation si on n'est pas un très grand comédien qui respecte la diction. Donc ça, c'est des choses que je vais demander à tous ces comédiens-là. Quand vous voulez faire quelque chose, la première des choses que vous allez faire, c'est d'abord la différence entre vous et les comédiens mortels. Vous n'êtes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Et c'est pourquoi l'art a sa magie. Vous allez voir, quand un acteur monte sur scène et qu'il joue, les gens le voient. S'il rend très bien son rôle, quand il sort, il se démet de ses costumes et tout ça là. Les gens vont lui demander, mais est-ce qu'il avait cette taille-là? Je vais vous donner un exemple. Vous savez, je ne suis pas aussi grand que lui. Mais il y a une pièce que Adama avait montée qui s'appelle La Lienne à Jean de Massama Rangewati. Alors, cette pièce-là, moi je jouais l'émir du Wassou, Samori Touré. Quand je me mettais dans le costume de Samori Touré et que je prenais le fusil, que je me place sur la plateforme là pour jouer, mais je faisais peur à plus d'un. Et à chaque fois que je finissais de jouer, les gens venaient me poser la question, mais est-ce que c'était lui qui était sur la scène? Parce qu'il était beaucoup plus grand que celui-là. Et ça fait plusieurs fois. Et je dis, c'est moi. Et donc, c'est vous n'avez pas le droit d'être comme les autres. Vous devez être un exemple. Donc, pour parler de comment est-ce que je suis parti. Là, c'est pour vous raconter quand je suis parti en art dramatique, comment est-ce que j'ai développé ma propre technique et puis faire les choses. Maintenant, après que je sois à l'INA, j'ai fait 1 année, 2 ans, 3 ans comme stagiaire. Et j'étais avec Gaussou Diawara et puis Madame Diawara. Et quand je suis devenu titulaire, on m'a donné ma classe et j'ai commencé à enseigner. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à écrire aussi. J'écrivais beaucoup de pièces de théâtre. En ce moment, il y avait ce qu'on appelait le théâtre petit. Et j'écrivais beaucoup. Il y avait une confédération de beaucoup de troupes. Il y avait la troupe Psy, il y avait la troupe Nyogolon, il y avait la troupe Don, il y avait la troupe So, il y avait la troupe Do. Alors, et tout ceci était regroupé au sein de quelque chose que l'on appelait Tract Mali. Nous émanons tous de Tract Mali. Et c'est après que Adama s'est démarqué avec le Nyogolon pour créer Acte 7. Et nous sommes les premiers collaborateurs de Acte 7 d'ailleurs. Donc, voilà, merci. Donc voilà comment on est parti. Et depuis, avant même d'aller à l'Institut national des arts, quand je vous dis que je suis le produit des biennales artistiques, effectivement, en 1962,
En ce moment-là, il n'y avait pas encore des trucs de reconnaissance et consorts, mais il y a des choses qui font que quelqu'un puisse aimer ce qu'il fait. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué. Quand je faisais art dramatique à Dina, à ma première année, deuxième année, on a été suspendu. Et quand je suis parti dans mon village à Bandiagara, il y avait la binade artistique qu'on était en train de préparer. Et il y avait les chœurs, les solos, la pièce de théâtre. Et chaque fois qu'il y avait la pièce de théâtre, il y avait la répétition de la pièce de théâtre, moi je partais à la fenêtre et je regardais. Et en ce moment, c'était les maîtres du second cycle qui étaient les metteurs en scène. Et quand moi j'ai quitté l'Institut national des arts en art dramatique, et je regardais à travers la fenêtre la répétition que les maîtres la dirigeaient, et là, ils m'ont pris, ils m'ont sérieusement bastonné. Ils disent que je n'ai pas le droit de regarder leurs répétitions. Ils m'ont sérieusement bastonné, mais tapé, vraiment. Et le lendemain, je suis parti. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont pilé du piment et ils m'ont pris. Comme je suis resté à la même place, ils m'ont pris et puis ils m'ont mis du piment dans les yeux. Ils disent que si je regarde la répétition, c'est que j'ai les yeux qui fonctionnent bien. Alors là, très sincèrement, moi ça m'a marqué. Je suis parti voir le chef d'arrondissement à l'époque, qui était un peu. Je suis allé le voir et je lui dis, tous ceux qui sont en train de diriger ici, que ce soit le chœur, que ce soit le solo, que ce soit l'ensemble instrumental, que ce soit la pièce de théâtre, je dis que c'est des gens novices, ils ne connaissent rien en art, et moi je vais prendre la direction de la troupe de Kéndé et je vais la conduire au niveau de la région. Alors, les maîtres là, ils disent, mais il se prend pour qui ce petit garçon? Il est resté 12 jours pour la compétition. 12. Et j'ai pris la responsabilité, l'entière responsabilité. J'ai préparé et le solo, et le chœur, et la danse folklorique, et l'ensemble instrumental, et la pièce de théâtre, et je suis parti à Bandiagara. Et à Bandiagara, quand on a sélectionné, Kéndé a été premier partout sauf à la lutte. Partout. Premier en solo, premier en chœur, premier en pièce de théâtre, premier en... Partout, premier. Et j'ai amené 19 diplômes qui étaient. C'est en ce moment qu'on m'a donné un diplôme de satisfait. En ce moment, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, ça fait. Je vais vous montrer ça après. Et c'était rédigé à la main, hein, c'est pas à la machine. Les gens, ils faisaient ça, tout ça à la main. Et ils m'avaient donné un diplôme de satisfait. Et ça a permis à ce que j'ai de la confiance sur moi-même. Et quand je suis venu à l'INA, je me suis dit, là, je veux être un metteur en scène. Et c'est aujourd'hui ça qui m'a. Mais ça va beaucoup étonner les gens quand je dis que j'avais peur de la caméra. Je ne voulais pas du tout la caméra. Le tout premier film que j'ai tourné, c'est Sia, le rêve du Pigeon. Le tout premier. Et là, c'est à l'issue d'une pièce de théâtre que l'on a joué avec, je voyais une image, voilà, Sotiki Kouyaté, qui avait monté une pièce de théâtre, et puis on était parti Antigone. Et on était en train de jouer Antigone au Bouffe du Nord à Paris. Et c'est le fils de Sotiki Kouyaté qui est venu, qui m'a vu jouer Antigone et qui dit que, ah, M. Kassoumi, j'ai besoin de vous pour jouer le fou dans mon scénario de film. J'ai dit, Dani, est-ce que tu sais que j'ai peur de la caméra et je déteste le cinéma? Je ne veux pas voir le cinéma. Il m'a dit non, il faut tout faire. Et c'est Sotiki qui m'a convaincu pour que je puisse jouer ce rôle-là. Et heureusement, ce rôle qui était considéré comme un rôle très secondaire
Quand on l'a joué, ça a un peu pris les gens et c'est devenu presque le rôle principal de ici à l'élève de tout le temps. Et c'est ce qui a un peu. Après ça, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me faire appel. Mais comment je suis parti aussi, j'ai eu aussi le courage et l'abnégation de continuer à partir à Dina. Quand j'ai quitté l'école normale, je ne suis pas parti directement à Dina. À l'époque, le ministre des Arts et de la Culture, il s'appelle Mahaman Touré, on l'appelait Maha. Et il y avait une compétition entre les écoles. Toutes les années, il y avait des compétitions. Et moi, je faisais l'école normale et j'étais l'acteur principal de la troupe de l'école normale. Dans une pièce que j'ai jouée, ça s'appelait Le Scorpion, la langue et le scorpion. Et là, quand j'ai joué, même Lina faisait partie, la troupe de Lina faisait partie. Et c'est l'école normale qui a été privée. C'est en ce moment-là que je me suis dit, bon, je n'aime plus enseigner, je n'aime plus être un homme qui aime l'enseignement, mais je vais essayer d'aller à l'Institut national des arts. Et qu'est-ce que je fais? Je démissionne de l'enseignement. J'ai enseigné pendant quelques années. J'ai enseigné à l'école fondamentale de Ouagadougou, à l'école fondamentale de Missira, quelques années. Et j'ai démissionné. Et j'ai fait des années sans salaire. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse ce que je veux maintenant. Ce que j'aime. Et ce que j'aimais, c'était l'art. Et alors, je suis parti voir le ministre de la Culture, qui était Maha, parce qu'il était le président de jury quand l'école normale avait été primée. Et quand je suis allé le voir, il me dit, mais dis-le, toi, c'est pas toi qui as joué dans la pièce La langue et le scorpion. Je dis oui. Il dit, mais toi, tu serais bien à Dina. Je dis, je venais à propos de ça. S'il vous plaît. C'est pour ça que je venais vous voir. Il me dit, mais comment ça? Il me dit, mais tu es en 4e année histoire science de la terre, qu'est-ce que tu vas foutre à Dina avec ton diplôme de... Je dis, non, je n'aime pas enseigner, je veux aller à Dina. Des semaines durant, je suis en train de l'emmerder, il ne me répond pas. Et il m'a fallu passer des nuits entières devant la porte. Des nuits. C'est vrai, hein? J'ai passé des nuits. J'ai passé la nuit et quand il sortait, le matin de bonne heure, j'étais là, à la porte. Il me dit, tu es là encore? J'ai dit oui. Et c'est là qu'il m'a donné un papier en écrivant, adressé au directeur de l'INA qui, à ce moment, était Mamadou Souné Koulibaly. Et il a écrit le petit papier. Je l'ai encore, hein. Il a écrit prière de prendre ce garçon en section art dramatique, s'il vous plaît. Et j'ai amené, quand j'ai amené le papier, moi déjà j'ai fait les 4 années à l'école normale. On me dit, mais tu dois commencer par la première année, mais tu n'as pas de bourse. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait mes 4 années sans bourse à l'INA. 4 ans. Je faisais ça sans bourse. Et il y avait une pièce dans laquelle on avait joué Gouverneur de la Rosée. Et à l'issue de cette pièce-là, il y avait un coopérant français qui était là, qui s'appelait Armand Dreyfus. Et il disait que lui là, il peut travailler avec les élèves de 4e année, avec les élèves de 3e année, avec les élèves de 2e année. Donc chaque fois qu'il y avait une pièce à faire pour la 4e année, moi j'étais là. On me notait avec les 4e années. En première année, j'étais noté avec les 4e années. En 2e année, j'étais noté avec les 4e années. En 3e année, j'étais noté avec les 4e années. Et en 4e année, j'étais noté avec les 4e années. Mais il m'a fallu faire ces 4 ans-là pour pouvoir sortir. Et donc, quand je suis sorti, je me suis dit, une chose que j'ai oublié de vous dire. Et à la 4e année, les élèves de l'Institut national des arts se sont réunis pour me prendre comme secrétaire général de l'Institut national des arts. C'est en ce moment que la direction a eu peur et on m'a fait un rappel de mes 4 années de bourse. Vous voyez combien?
les élèves étaient craints en ce moment-là. Donc c'est en ce moment, c'est comme ça que je suis arrivé à l'INA. Et quand je suis arrivé à l'INA, je ne me suis pas limité seulement en art dramatique. Ce qui va vous surprendre, c'est que j'étais le directeur de l'ensemble instrumental de l'Institut national des arts. Et j'ai encore ces morceaux qui sont là. Et j'étais membre fondateur de l'orchestre de l'INA qui s'appelait l'INA Star. Et j'étais le chanteur principal. Et je vous assure, peut-être que certains ne pourront pas vous témoigner ça, mais je crois qu'Adama pourrait le faire. On a rivalisé avec le Badima. Oui, le Badima national. On était très bien. Donc l'INA Star, il y avait l'orchestre des filles et il y avait l'orchestre des hommes, des garçons. Les starlettes, ça c'était les filles, et l'INA Star, c'était les garçons. Et moi j'étais membre fondateur de l'orchestre, j'étais même chef d'orchestre. Il y avait 3 chanteurs principaux, un chanteur qui s'appelait Mamadou Diarra, on l'appelait Picasso, il chantait en bambara. Il y avait un autre chanteur qui était un grand chanteur en bobo, qui était Dabou Sanou, et le grand chanteur en Dogon, c'était moi. Tous les morceaux de Dogon, c'est moi qui les ai composés et chantés. Et lors de l'avènement de Cabral, j'ai écrit un poème que j'ai monté, j'ai fait un montage poétique, que j'ai travaillé avec l'orchestre et ça a pris tout de même. Donc, voilà comment je suis parti à l'INA et voilà comment je suis devenu comédien et par la suite, voilà comment je suis devenu aussi un homme de cinéma qui, bon, que je respecte maintenant parce que je n'aimais pas devenir, c'est par accident que je suis devenu un homme de cinéma. Voilà. Il faut reconnaître que... Mais avant, il y a quelque chose quand même que je tiens à vous dire, parce que Adama a dit ici quelque chose. Il a dit, vous les jeunes, vous avez intérêt à écouter et à travailler. Alors, ça m'a tapé sur les nerfs. Ça m'a tapé sur les nerfs de façon positive. Quand j'ai abandonné l'école normale, j'ai flâné pendant quelques années. Et pendant ce temps, vous saviez ce que je faisais? Le premier boulot que j'ai essayé de faire, c'est de faire le bûcheron. J'ai démissionné de l'enseignement. Avant d'être à l'INA, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se nourrir. Alors, pour se nourrir, il fallait avoir quelque chose. Et pour avoir quelque chose, il faut travailler. Quel travail il faut faire? Je suis allé chercher 2 haches. Je me suis fait ces 2 haches-là et j'ai commencé à faire le bûcheron. Et en vendant le bois, les fagots là, j'ai pu m'acheter une charrette et un âne. Et là, j'étais devenu quelqu'un j'étais tout content et tout fier de moi. Et chaque fois, je faisais ça. Mais le malheur ne vient jamais seul. J'avais un de mes camarades de promotion qui était un agent des eaux et forêts. Parce que nous, quand on est venu à l'école normale, lui, il est parti à l'hyper de Katiboulou. Il est devenu eaux et forêts et il était le chef de poste à Safo. Et moi, c'est vers Safo que je partais chercher toujours le bois pour venir. Alors, une fois, ces gens m'ont appréhendé. Quand ils m'ont appréhendé, ils m'ont dit de payer la contravention. Je n'avais pas de sous. Alors, ils m'ont amené chez le chef. Quand ils m'ont amené chez le chef, je vois que c'était un camarade de promotion de la primaire jusqu'en 6e. J'ai dit, mais non, c'est fini. Moi, il n'y a aucun problème là. Alors je suis parti, on a causé,
Je dis, bon, il y a l'argent là qui m'a appelé. Il me dit, eh oui, tu vas payer. Je dis quoi? Il me dit, tu vas payer. Ou on va te verbaliser. Et je ferai c'était la passe. Il m'a verbalisé, il m'a dit de payer 60 000 francs. Et c'était vrai. J'ai tout fait, j'ai passé toute une journée. Il me dit, tu vas payer. Je suis venu à la maison en laissant mon âne et ma charrette avec eux là-bas au poste. Je suis venu à la maison à Banconi. J'ai prêté de l'argent avec des gens. Je suis parti lui payer ça. Et j'ai pris mon âne et ma charrette. Je suis venu à la maison. Le même jour, j'ai vendu et l'âne et la charrette. Je dis, aucun camarade de promotion ne fera le malin avec moi parce que il est chef de ceci ou chef de cela. Je vais faire un travail où personne ne pourra m'arrêter. Et j'ai commencé à faire des briques en banco. J'ai encore les moules. J'ai fait 2 moules. Et si vous partez aujourd'hui à Banconi, là, vers le marché de Dialaboro, comment ça s'appelle là, Djenglebou. Le marché de Djenglebou là. Quand vous partez vers Sabo et que vous continuez cette route-là et vous voyez, quand vous traversez le marché, à votre gauche, il y a une grande fosse où il y a beaucoup d'eau qui stagne pendant l'hivernage. Ça, c'est mon œuvre. C'est là que je faisais mes briques en banco. Et c'est Djenguine qui m'avait permis, qui m'avait donné ça. Alors les gens sont allés voir Djenguine pour lui dire que, ah, ce garçon-là, le creux qu'il est en train de faire ici, pendant l'hivernage, on est emmerdé par les moustiques, il faut les chasser d'ici. Là aussi, on m'a chassé. Alors, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Merde. J'ai quitté l'endroit. Jusqu'à présent, le creux est là-bas. Mais chaque fois que je vais à Banconi, je regarde là-bas et puis ça me fait penser à beaucoup de choses. Maintenant, après ça, là, je dis, bon, je vais chercher un autre travail. Et vous savez par quoi j'ai fini? J'ai commencé à enlever les latrines. J'ai fait 7 ans. J'enlève, excusez-moi du terme, j'enlève des gens. Et c'est pendant que j'étais en train de faire ça, ma fiancée qui a quitté le pays m'a rejoint ici. La mère de mes enfants actuellement. Elle m'a rejoint et m'a dit, voilà ce que je fais aujourd'hui. Alors, je vais acheter un autre seau. Maintenant, j'achète 2 serviettes. Moi, je rentre dans la mer, mais c'est toi qui vas tirer. Et ma première femme, c'est ce qu'elle a fait pendant 7 ans. Wow. Dieu merci. Et en faisant ça, le bonheur aussi vient comme ça. Hein. Il y avait une femme qui était une coopérante à l'institut là, qui était archéologue, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et alors, elle avait sa maison, c'était plein de verres, de terre, les latrines étaient pleines. Alors, elle me dit, j'ai causé beaucoup avec elle, elle me dit, ah, est-ce que tu connais quelqu'un qui enlève les latrines? J'ai dit, oui, je connais. Elle m'a dit, alors, il faut aller chercher ce type-là. Et puis, moi, je vais partir au travail, mais il faut qu'il fasse le travail là. Moi, je vais vers 19h, mais avant 19h, il faut qu'il finisse le travail. Je suis parti dire à ma femme, on a eu du boulot. Et j'ai pris ma femme, on est parti, j'ai enlevé la dalle. J'ai enlevé toute la mer. J'ai lavé comme il faut, j'ai tout enlevé. Et quand j'ai fini, j'ai dit à madame, toi, va abandonner. Continue. Maintenant, moi, je vais attendre la femme. Elle est partie, j'attendais. Et la femme, elle vient, elle dit, elle a constaté, elle dit, mais c'est tellement bien fait. Mais il a demandé combien il m'a dit. Il a demandé plus cher. D'habitude, moi, j'enlève les latrines à 7 500. Moi, je lui ai dit, il a demandé jusqu'à 70 000. Hein. Ah bon? Elle dit 70 000. C'était des coopérants, ils avaient de l'argent. Elle m'a donné 100 000 francs, elle m'a dit d'aller donner au type. Pour la première fois dans ma vie, c'est ce jour-là que j'ai acheté 100 kilos de riz. C'est la première fois dans ma vie.
J'ai acheté 5 kilos de riz, j'ai fumé beaucoup. J'ai enlevé mon prix de cigarette et le reste de l'argent, je suis allé donner à madame. J'ai dit, bon, pendant des mois, on ne me parle plus de prix de gouvernement. Et mon prix de gouvernement, s'il vous plaît, c'était 250 francs. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et cette femme-là a tissé un rapport avec entre Patrick Moore et moi. Après, Patrick Moore m'a demandé pour venir jouer avec lui en Suisse. Après, je suis parti jouer en Suisse là-bas et puis j'ai fait trop de remarques sur sa mise en scène. Il me dit, Becas, tu sais, je te laisse la pièce et moi je rentre à Genève, tu fais la mise en scène. On a fait la mise en scène et on est parti au festival d'Avignon. Et quand on est parti au festival d'Avignon, on a joué au Palais du Pape. C'est pas n'importe qui joue là-bas. On a joué là-bas pendant tout le festival et on a été vraiment applaudi et la pièce a eu beaucoup de succès. Et c'est en ce moment-là que les choses se sont développées. Les Canadiens, bon, pour le Canada, c'est Adama qui m'a amené avec la ligne Agen, bien sûr. Mais en Suisse, au Canada, en France, les gens ont commencé à me demander. Donc c'est comme ça que je me suis vendu. C'est pourquoi je dis que la façon dont les footballeurs se vendent, les comédiens aussi se vendent. Si vous êtes bien, vous vendez bien. Si vous n'êtes pas bien, vous allez rester de façon très locale. Et ce que je souhaite, c'est que vous ayez une carrière internationale, chacun de vous. Merci, Koné. Excuse-moi. D'accord. S'il vous plaît, on applaudit encore pour ton grâce. À savoir que nous sommes avec des internautes qui demandent que si Tonton pouvait souvent essayer de parler en local, parce qu'ils ne sont pas tous. Voilà. Donc, mais prochainement, on va mettre ça. Ah, d'accord. Okay. Donc, Koné, c'était ce que j'avais à dire. Merci à vous. Il faut reconnaître que les grands hommes ont toujours des parcours captivants. C'est la question du parcours jusqu'à maintenant. On a dû prendre une trentaine de minutes. Tellement que c'était captivant, on ne verrait pas que ça finisse. Vraiment, merci et bravo à notre cher père. Et nous souhaitons longue vie. Il faut savoir aussi que la biennale artistique, depuis sa création jusqu'à maintenant, a eu à donner des produits de très bonne qualité. Voilà. Donc, après la première question, nous avons, et puisque M. Kassoué, puisque vous avez demandé aux hommes de scène de ne pas être comme les autres, moi je voudrais poser une question sur cela. Qu'est-ce qu'un homme de scène selon vous? Merci. La première qualité d'un artiste, de l'artiste en général et du comédien en particulier, c'est d'abord l'humilité. Il faut être très humble. Quand tu n'es pas humble, tu n'apprendras pas. L'humilité, il faut être très humble. Et être humble, ça ne veut pas dire être caché. Non. L'homme de théâtre, il est différent des autres. Pourquoi? Le théâtre en général est là pour soigner les tares de la société. Le médecin, celui qui est sortant de l'école de médecine, il a fini avec l'école de médecine, avec sa formation, il sort, il peut opérer les gens,
il peut faire tout. L'homme de Katibougou, le vétérinaire, quand un bœuf est malade, il peut faire des expériences, il peut opérer, il peut faire tout. Mais quand le bœuf meurt, on l'égorge et puis on le mange, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire. Mais l'homme de théâtre, son sujet, ce n'est pas un animal. Son sujet, c'est l'humain. Et c'est lui qui forme l'humain. En formant l'humain, on n'a pas le droit à l'erreur. Un chef de famille qui n'éduque pas bien ses enfants, il faut se dire, il va à la dérive parce qu'il va former des délinquants. Et la délinquance, vous savez ce que ça peut faire. Il va peut-être former des voleurs, des menteurs, des calomnieurs. Toutes les tares de la société ces enfants seront victimes de ça. Or, l'homme de théâtre est là pour donner des leçons, pour soigner cette société. Une société très bien soignée forme une nation digne. Et c'est ici que les hommes de théâtre ne sont pas considérés. C'est ici que le théâtre en général est considéré comme, je ne sais pas moi, ce que vous appelez, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment vous appelez, les trucs de la crocodile, je ne sais pas moi, Yoroya. Non, c'est comme ça que les gens l'appellent. Et il y a un moment où vous savez que quand une femme était une comédienne, il faut voir, c'est dommage, mais nos aînés là, qui étaient dans le théâtre depuis très longtemps, elles sont devenues des vieilles filles sans être mariées. Et maintenant que les gens ont compris l'importance du théâtre, ces filles-là sont devenues des femmes qui ont atteint la ménopause. Donc, elles ne pourraient pas avoir d'enfants, elles ne pourraient pas avoir de mari. Parce qu'en leur temps, les gens les rejetaient. C'était des rejetons. On dit que, avec théâtre de quai, avec théâtre de quai, c'est ceci. Elle n'a même pas. C'est-à-dire, les hommes ne la choisissent même pas comme épouse. Or, c'est vraiment la femme qui, en fait, peut, même dans la famille, si elle est consciente de ce qu'elle fait, même dans la famille, elle va soigner cette société qui est le cercle de famille. Donc, puisque c'est une femme dévolue, c'est une femme qui l'on ne considère pas, c'est une femme qui est considérée comme la dernière à l'échelon mondial, elle aussi, elle était là, elle se réserve, elle fait son théâtre là, bon gré, mal gré, mais voilà. C'est dommage. Nous avons des sœurs que je plains beaucoup, qui à leur temps étaient des gens comme des gens comme Hélène qui est décédée il n'y a pas longtemps, mais ça c'était des amazones de théâtre. Mais parce qu'elles faisaient du théâtre, les hommes se méfiaient d'elles. Et vous savez qu'il y a beaucoup qui sont comme ça et qui sont partis sans être mariés. Avant que les gens ne comprennent ce que c'est que la fonction sociologique même du théâtre, avant qu'ils ne comprennent ça, alors ces gens-là ont été victimes de ça. Mais aujourd'hui, nous les artistes, on se marie entre nous, on se... Oui, Adama, sa femme c'est une artiste, lui il est artiste, je ne sais pas, ma Gentilly, sa femme était artiste, Karibokoba, c'est comme ça. Moi, malheureusement, j'ai cherché les artistes, je ne les ai jamais vus. J'aurais bien aimé marier une artiste. Donc, voilà, heureux sont ceux qui ont eu la chance d'avoir des artistes comme épouse.
Il n'a pas encore trop tard. Hein? Il n'a pas encore trop tard. Écoutez, avec ça, c'est pas possible. Donc, voilà. Et c'est pourquoi je dis que l'homme de théâtre qui est appelé à soigner les tares de la société ne peut pas être comme le commun des mortels. Non, non, non. Il a une mission très, très, très sacrée. Il a une mission très, très, très magnanime. Et la magnanimité de son rôle sociologique fait qu'il n'est pas comme les autres. C'est ici. Sinon, en Suisse ou bien au Canada, où un très grand comédien ou un très grand chanteur, quand il va sortir, il se promène avec le président. Le président, on ne le regarde même pas. Non. C'est l'artiste qui le magnifie. Le président, il est inexistant presque. Donc, vous voyez, et je vais vous dire une chose qui va vous surprendre peut-être. C'est au Mali ici. Sinon, dans tous les pays civilisés, tous les présidents de la République, les présidents là, ils ont leur formateur en diction pour pouvoir s'adresser au public. Et c'est un professeur de théâtre qui les enseigne. Pour faire son discours, il faut qu'il cherche comment prendre le public pour être charismatique. Sékou Touré, que vous avez connu très très charismatique, Sékou Touré avait en dessous un homme de théâtre. C'est aujourd'hui que je vous l'apprends. Et dans tous les pays, c'était comme ça. Mais chez nous, ici, non, le président de la République, c'est lui, il parle comme il veut, et puis le public ne l'écoute même pas. Et comment est-ce que tu peux diriger une nation sans être écouté? Et c'est ce que je disais la fois passée à l'émission, je ne sais pas moi, comment ça s'appelle, que les jeunes n'écoutent pas. Et en donnant l'exemple que vous n'écoutez pas du tout, j'avais donné l'anecdote qu'un homme et une femme se trouvent dans une maison close, la porte est fermée, la bougie est en train de s'allumer, qu'est-ce qu'ils font? Et là, les gens étaient là. Parce que ça n'écoute pas. S'ils écoutent là, la réponse est très simple. Mais s'ils n'écoutent pas, ils vont passer tout leur temps à chercher, ils ne trouveront jamais cette réponse très facile. Je n'ai jamais dit qu'est-ce qu'ils font, j'ai dit qu'est-ce qu'ils font. C'est la bougie. Voilà. C'est ça, c'est la bougie qu'ils font. Mais si on ne spécifie pas ça, les gens, ils sont déjà, on leur a volé leur esprit. Anyuka, voilà, Anyuka miri à Anyu Suyen, Anyu Taoula. Donc, vous savez qu'il recherche fouille. Donc, vous pouvez me dire, vous va pour ah, nous sommes les donc déjà on leur a travaillé avec ça. Et on dit que la porte est fermée. On dit que la bougie est en train de s'allumer. Imaginez-vous, une lumière très diffuse là, qui est en train de s'allumer, et puis un homme et une femme dans une maison, la porte est fermée, la bougie s'allume, alors qu'est-ce qu'ils font? Si on dit qu'est-ce qu'ils font, les gens vont passer à... S'ils n'écoutent pas, ils vont dire beaucoup, par plusieurs vont dire ils sont en train de causer, ils sont en train de faire de s'embrasser, ils sont en train... Non, ce à quoi tout le monde pense, c'est qu'ils sont en train de faire l'amour. Oui, c'est ça. C'est ça que je ne veux pas dire, tout simplement. Mais si vous écoutez bien la question, parce que la réponse se trouve dans la question, qu'est-ce qu'ils font? C'est différent de qu'est-ce qu'ils font. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Et c'est pourquoi je dis il faut écouter. Et un bon comédien doit savoir écouter. Si tu n'écoutes pas ton interlocuteur, tu ne pourras jamais jouer. Parce que très souvent, je vois des gens qui disent, ils attendent à ce que
elle est mon interlocuteur, on est en train de jouer et oui, la parole est un couteau à double tranchant, c'est ceci, c'est cela. Et quand je parle, et quand je finis, elle attend sa clé. Sa clé c'est quoi? Couteau à double tranchant. Et ben, elle entend ça tout de suite, elle va dire oui, mais maintenant en disant, même si tu te trompes en disant un couteau à double tranchant, la clé, elle va parler. Parce qu'elle n'a pas écouté. Elle n'écoute pas. Et si tu n'écoutes pas, tu vas raconter des hérésies. Nous sommes comme ça. Et c'est pourquoi il faut absolument être différent des autres. Sur le plan de l'écoute, vous êtes différent des autres. Sur le plan de l'interprétation, vous êtes différent des autres. Sur le plan du regard même, vous êtes différent des autres. Et sur le plan de l'articulation et de la diction, vous êtes différent des autres. Vous avez une fonction très sacrée. Voilà. Merci. On l'applaudit s'il vous plaît. Monsieur Kouni, je pense qu'on est à la phase questionnaire, je crois. Donc on va prendre 5 questions, si avec votre permission, Kouni. Je voudrais d'abord poser une dernière question avant de passer de donner la... D'accord, il n'y a pas de Donc, du coup, la toute dernière question pour vous, monsieur, c'est nous avons constaté si un acteur ou une actrice interprète parfois un personnage dans un film et dans une série connue et aimée de plus, le nom de ce personnage ne colle pas toujours. Alors, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous appelle à ce nom de série? Et personnellement, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous appelle Terika? Merci. Alors, c'est vrai que les gens confondent le personnage et le comédien. C'est-à-dire que des fois, ça aussi, ça fait partie du fait que jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore découvert, ils ne sont pas conscients du rôle que le théâtre doit jouer. Le théâtre, ce que le théâtre doit faire. J'ai dit ici que le théâtre est là pour soigner les tares de la société. Donc nous avons une mission non seulement civilisatrice, nous avons une mission noble et nous avons une mission qui forme les gens. Et donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Et quand, pour revenir à votre question, les gens sont tellement marqués par le rôle qu'un acteur a joué, et très souvent, on lui colle cette étiquette et puis on l'appelle par son nom. Donc ça, c'est le nom artistique que le public lui donne. Moi, très souvent, il y a des gens qui me disent, des enfants, quand ils me voient, Kerfa Fato, on me le dit, c'est clair, on me le dit. Et Kerfa, d'accord, mais il y a des gens qui te disent Kerfa Fato. Et tu es obligé d'accepter parce que c'est ton personnage. Ce n'est pas toi, c'est ton personnage à toi. Hein? Donc il faut l'accepter. Et si tu dis que tu n'acceptes pas ça, c'est comme si tu refusais les autographes. Chez nous ici, notre autographe là, c'est ça. Hein? Tu passes un coup de route là, tu dis quelle fois, c'est notre autographe. En France, au Canada, en Europe là-bas, les gens ils te disent signe-moi un autographe s'il te plaît. Tu peux pas. Des fois, après avoir joué, il faut demander à Adama. Après avoir joué la Yéna à Gien, je passais souvent 1 heure de temps à signer des autographes au Canada. Et lui aussi. C'est comme ça que ça se faisait. Et on était fiers parce que tout simplement on est fiers d'avoir rendu. Il y a une chose que je vais dire aussi aux acteurs, c'est que tout acteur, après avoir joué, se pose la question, est-ce que c'est bien joué? C'est mal joué. Quand tu joues bien là, toi-même tu le sais.
Domina Magia. Il dit donc. Il arrive des moments où, en jouant la Yénagia, quand j'étais très fatigué, après avoir fini la pièce là, Adama ne me voyait plus. Ce jour-là, le spectacle n'a pas été bon. Mais quand je joue et que je reste là à dire alors Adama, comment va-t-il? Ça veut dire que tu m'appelles, je ne peux pas que je t'attends. Parce que je sais que je vais bien jouer. C'est normal, tu le sais. Donc, il est fait Mickey, c'est celle qui est là. Vous êtes comédienne. On a fait la tournée ensemble, non? Je ne la connaissais pas du tout. On a fait une tournée ensemble. C'était ma première fois de voir cette fille sur scène. Mais après le jeu, qu'est-ce que je t'ai dit? Je l'ai appelé, je lui ai dit, courage et continue ton abnégation, continue ce que tu fais parce que tu as la chance de devenir une grande artiste de carrière. Et que ça ne se forge pas, ça ne ment pas. Au théâtre, on ne peut pas mentir. Non, on ne peut pas mentir. Tu sais gâter. Non. Quand tu joues bien là, tu le sais, toi-même. Amasser mon haut ou bien amasser la. Non. Donc, et moi, dans la rue, quand on m'appelle Kefa le fou, je l'accueille à bras ouverts. On me dit Faton, je l'accueille à bras ouverts. Kefa tout simplement, je l'accueille à bras ouverts. C'est ceux qui ne savent pas l'importance de ça qui vont peut-être dire non, moi je ne sais pas comment dire ça. Cela dit, il ne faut jamais faire du théâtre partout. Ça aussi c'est mauvais. C'est-à-dire que souvent quand je vais dans les banques ou bien je vais dans les lieux publics, là je vois des comédiens qui viennent. Et puis pour faire que les gens sachent que c'est eux qui sont là, alors ils font des choses et ça les échappe. Ça les échappe. Ah ouais, nous sommes non, ça te rend tout petit. Tout petit. Et c'est ça qu'il ne faut jamais faire. La scène là, elle est là pour le théâtre et les autres endroits sont là pour les autres actions. Là, il y a des gens qui viennent à la maison, qui viennent voir si vraiment je suis marié, j'ai des enfants et tout. Parce que pour eux, ils pensent que je ne mérite pas d'avoir des enfants, je ne mérite pas d'avoir des épouses. Ce n'est pas possible. Ou bien à saut, monsieur Baboulou, il a des enfants, il est ici, il a cela, ça les étonne. Mais là-bas, je suis chef de famille. Je suis chef de famille, c'est très différent de Kefa dans le fou. C'est ça qu'il faut voir. Et ce fou-là, on l'a dit, on dit de lui un fou, mais ce n'est pas n'importe quel fou. C'est un fou philosophe. Et donc, si tu connais que ce fou-là, c'est un fou philosophe, et c'est un fou qui véhicule beaucoup de conseils, beaucoup de conseils pour que la société aille bien, eh bien, tu ne peux en être que fier. Et c'est pourquoi moi je suis fier. Et je suis d'accord qu'on m'appelle Kefa. La première question concernant l'apparition et la montée sur scène. Une apparition ou une montée sur scène, on ne dit que la même chose. Quand quelqu'un vient sur scène, on dit c'est une apparition. Bon, le fait de dire monter là, ça c'est les autres là qui disent ils montent sur scène. C'est parce que tout simplement, la scène est
le reste de l'endroit, il y a un niveau. La scène est à un niveau un peu supérieur ou en bas. Ça peut être en bas comme ça peut être en haut. De là où sont les acteurs. Donc, les acteurs, les spectateurs, je vais dire. Les spectateurs peuvent dire il est monté sur scène. Tout simplement. Mais celui qui... Ils sont déjà sur la scène là-bas, sur le lieu scénique. Il va quitter les coulisses pour venir sur l'aire de jeu. Ça, c'est une apparition. C'est tout. Pour le commun des mortels, ils disent monter parce que tout simplement, la scène se trouve à un autre niveau que l'aire de jeu. Que là où sont les spectateurs. C'est tout. Sinon, monter ou apparition, c'est presque la même chose. Moi, je ne vois pas de différence. C'est une question d'étymologie, d'appellation. Sinon, un acteur monte sur scène, un acteur apparaît sur la scène, c'est la même chose. On ne parle que de nom d'affaires. Et Boiré me dit, faites-vous autre chose et puis il me demande aussi de faire un acapella de Korwa. D'accord. Alors, autre chose. Tout acteur, tout comédien fait autre chose. Ça c'est sûr. La vie que je mène dans ma famille là-bas, c'est autre chose. Je suis un chef de famille. J'ai des bêtes que j'entretiens, j'ai la vache, je cultive, j'ai mon champ, je fais tout ça. Et des fois, je suis là, j'aide mes parents ou mes frères à faire le maçon, pourquoi pas. Je pétris le mortier, je prends le ciment, je donne. Tout ça, c'est... Tout le monde fait autre chose. Ou bien vous demandez si je fais une autre chose qui est spécifiquement un travail bien déterminé. Sinon je fais beaucoup d'autres choses, mais ce que je priorise dans ma vie, c'est le théâtre. Voilà, ma priorité, c'est le théâtre. C'est tout. Sinon, j'enseigne mes enfants à la maison. Je fais l'enseignant. Je suis... voilà. Je compte beaucoup à mes enfants. Je suis un très très grand conteur. Je compte beaucoup. Et aujourd'hui, le compte est complètement délaissé, alors que c'est une école. C'est une grande école. Quand je vais en Suisse pour un contrat, je vous assure que je signe le contrat peut-être à 12 000 francs ou bien à 7 000 francs suisses. Mais les écoles qui viennent me demander d'aller compter dans leur école, chaque jour, je compte dans au moins 4 écoles. 45 minutes. Et chaque 45 minutes, on me donne 500 francs suisses. Donc souvent, je peux donner même le contrat qui m'a amené en Suisse. Dans l'école, ce que je gagne, c'est beaucoup. C'est 3 ou 4 fois plus que le contrat que j'ai signé. Donc vous voyez, donc le compte aussi c'est quelque chose. Et voilà. Donc je fais autre chose, beaucoup d'autres choses, mais ce que je priorise c'est le théâtre. Maintenant, vous m'avez demandé de dire que vous avez appris que c'est la première fois que vous apprenez que je suis un très grand chanteur de Korwa. Et vous voulez que je passe un acapella de Korwa. D'abord le Korwa, il faut savoir ce que c'est. En pays de Gon, il y a une sorte d'opéra où on bat la calebasse et le battage de cette calebasse-là, il y a un rythme. Et ce rythme est comparé au battement d'aile de l'outarde. Vous connaissez l'outarde? L'oiseau, le grand oiseau qui, quand il veut protéger ses enfants, là, qui bat les ailes, Alors, c'est les chasseurs d'Ogon qui voulaient prendre l'œuf de l'outarde et qui ont vu que l'outarde
ne permettait pas à ce que ce temple soit pris par les chasseurs. Alors les chasseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument du feu à côté de l'œuf, et puis l'outarde va venir pour éteindre le feu, pour protéger ses œufs. Et pendant que l'outarde va battre ses ailes, elle ne va songer qu'à l'œuf. Et c'est en ce moment que les chasseurs tirent sur l'outarde et ils ont leur gibier. Donc c'est ce battement d'aile d'outarde qui a été comparé au battement de calebasse. Et c'est pour magnifier le battement d'aile de l'outarde que l'on a accepté de dire le koroba. Koro, ça veut dire calebasse. Ba, ça veut dire battre. Battre la calebasse. Eh bien, donc voilà la capella, puisqu'il n'y a pas un batteur de calebasse, je vais chanter sans battre. Nime yaudun zodie diva yoli bima. Nime zada yaudun zodie diva yoli madidowa yoli zodima. Today be mindamba kunda bemanege jurubenda mindamba kunda bembele dumanaya. Kembugo kara doli do monadiwe. Alors, ça c'est, je vais vous dire une chose. Chaque chanson a une signification. Et c'est la signification qui est vraiment très grande. Ce chanteur-là, il a chanté cette chanson, c'est en fonction du comportement des femmes vis-à-vis de celui qui a l'argent ou de celui qui n'a pas l'argent. Parce qu'aujourd'hui, l'argent est devenu le Dieu visible. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Et alors, à Kenge, dans l'arrondissement de Kenge, il y avait eu un mariage. C'est-à-dire qu'une femme a été fiancée par un homme, par sa dignité, de par son éthique et tout. Il était vraiment d'une famille très noble. Il a fiancé. Et il y a quelqu'un qui a quitté l'aventure et qui est venu avec beaucoup d'argent et qui est parti corrompre les parents de la fille et qui a fiancé, qui a détourné la fille. Alors, il se trouve que le gars là, le premier fiancé, c'est un chanteur de koroba. Donc, lors d'une chanson de koroba, d'une veillée de koroba, il est parti, il dit à cause des filles d'aujourd'hui, il ne faut pas vous noyer dans le fleuve. Ne vous noyez pas à cause des filles d'aujourd'hui. Ils ont sifflé. Et au coup du sifflet de l'argent, la femme a été sensible et elle est partie troquer la dignité et la sincérité à l'argent. Donc, j'ai été très bien sensible à ça. Mais à partir d'aujourd'hui, une femme comme ça ne mérite pas d'être mon épouse. Je l'ai abandonnée. Merci beaucoup pour ton classe. Nous vous remercions tous. Pour parler de Soudanais. Merci. Donc, applaudissons encore Tonton pour cet parcours. Et vraiment, merci à tout un chacun d'avoir fait le déplacement. Mais je pense que les 3 questions qui restent, Tonton va essayer de faire en grosso modo rapide. Oui, alors, pourquoi n'enseignez-vous pas à l'INA? Bon, il fait un moment où, honnêtement, mes tournées ne me permettaient pas d'enseigner à l'INA. Ça, c'est la première des causes. La deuxième, c'est que j'ai envie d'échanger jusqu'à présent, jusqu'à là où je parle, j'ai envie d'enseigner à l'INA, mais très souvent, quand j'ai envie de faire cette générosité pour aller donner mon expérience aux enfants, les enseignants qui sont là me boudent. Oh, n'aime pas que je vienne. Honnêtement, il y a ça aussi. Il y a même quelqu'un, un de mes anciens élèves qui m'a dit, monsieur, nous, on ne voudrait pas que tu viennes enseigner à l'INA parce que quand tu vas venir, tu vas submerger tout le monde.
c'est pas bon. On ne veut pas. On me l'a dit. Bon, chacun en a fait sa lecture. Bon, maintenant, il y a, c'est ça, Adama, il pourrait demander à donner des cours supplémentaires à l'INA là-bas, mais c'est pas de gré que les gens vont accepter ça. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Bon, alors, est-ce que je regarde les scènes des jeunes? Et si je regarde pourquoi, quelles sont mes remarques? Mes remarques, c'est qu'il n'y a pas d'exigence. On n'est pas exigeant vis-à-vis de vous-même. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exigence vis-à-vis de la diction, il n'y a pas d'exigence vis-à-vis de la façon de se tenir sur la scène, il n'y a pas d'exigence. C'est-à-dire que, en un mot, vous êtes partisan du moindre effort. Voilà. On applaudit s'il vous plaît. Voilà. Alors, il y a mademoiselle qui m'a demandé l'état d'âme, mon état d'âme quand j'ai appris la vente de l'INA. Bien sûr, j'ai failli mourir. C'est vrai, j'ai failli succomber, je te jure. Et j'ai écrit sur Facebook. J'ai été tellement téméraire là-dessus. Alors, je ne pouvais pas comprendre. J'étais complètement hystérique. Mais après, quand j'ai vu que c'était un peu... J'ai dit, ah, heureusement. Voilà, ça c'était mon état d'âme. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, l'INA, la baisse du niveau de l'enseignement, est-ce que ne va-t-elle pas avec la baisse de notre... Mais bien sûr, parce que l'INA, là, aujourd'hui, n'est pas ce qu'il était il y a longtemps. Parce que l'INA que vous voyez, c'était une école internationale. Il y avait les Camerounais, il y avait des Nigériens, il y avait des Burkinabés. Toute la sous-région venait apprendre à l'INA. Il y avait le Kotaba d'Abidjan, il y a l'INA d'Abidjan. Mais les gens quittaient l'INA d'Abidjan. Après avoir fini l'INA d'Abidjan, ils venaient ici en première année INA de Bamako. Honnêtement. Donc, vraiment, c'était de qualité. Et l'INA a produit de très grands comédiens. De très grands comédiens. Alors, la preuve, le seul noir qui aujourd'hui qui se trouve à la comédie française, c'est un sortant de l'INA. C'est un de mes anciens élèves. Voilà. On formait bien. Mais bon, maintenant les choses, ça s'effrite. Et ça, c'est à tous les niveaux. Hein. Il faut demander à Adama, dans tout ce qui sillonne les pays là, vous partez, le Mali, dans les universités, on voyait les noms des Maliens écrits en lettres d'or. Mais aujourd'hui, non. Pas du tout. Vous étiez des exemples. Mais aujourd'hui, ça s'effrite. On citait, parmi les pays que l'on citait, il y avait le Bénin et il y avait le Mali. Le Mali et le Bénin. Ça, c'était vraiment des pays qui étaient, en ce qui concerne le savoir, en ce qui concerne la connaissance, c'était les deux pays cités. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé différence entre comédien et humoriste. Bon. Les humoristes d'aujourd'hui, enfin, vraiment je n'aime pas trop en parler parce que il faut laisser à chacun sa chance. S'ils s'appellent comédiens, on les appelle comédiens. S'ils pensent qu'ils ont le niveau d'être comédiens, ils sont comédiens. Ça dépend de ce que nous en faisons. Moi je sais qui je vais appeler comédien. Je sais qui je vais appeler, je ne sais pas moi, un béni-oui, je sais. Donc, ce n'est pas parce que je peux me lever le matin de bonne heure là et puis je vais griffonner quelque chose là et puis je mets ça sur mon téléphone et puis voilà, je suis un... Non, c'est pas comme ça. C'est une cuisine, attention. C'est pas comme ça qu'il
qu'il faut devenir comédien là. La comédie, c'est. Et puis, ce que vous oubliez, c'est que la comédie est le genre le plus difficile en matière de culture. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est très difficile. Le clown et la comédie, mais c'est des choses, c'est des genres très difficiles. Hein? C'est pas la tragédie, c'est pas le drame, la comédie, c'est très difficile. Nous avons eu de très bons comédiens qui sont là, des gens comme un Gimba par exemple, Gimba national, on peut le mettre sur tout. On peut le mettre sur tout. En comédie, en drame, en mélodrame, je sais pas, en pantomime, en mime, tout. Et c'est ça, c'est des choses. Des gens comme Michel Sangaré qui sont. Mais c'est terrible. On apprend des choses bien. Hein? Mais, alors, si on parle un peu de. Rions un peu, bon. Ça, tu peux le faire, moi, tu peux le faire, avant, tu peux le faire, toi, tu peux le faire, toi, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Chacun fait, mais à sa façon. Donc, voilà. Voilà, merci. On applaudit tonton. Et voilà, donc. Mes mots, c'est de vous dire encore une fois, merci pour votre patience, merci pour votre choix, parce que le choix d'appeler Amadoun vient de vous. Et comme je vous ai dit, tous ceux qui ont eu à faire quelque chose dans ce pays ont un souci de transmettre. Et n'hésitez pas à demander. Et une fois que vous demandez, vos désirs seront respectés. Et c'est une chance de l'avoir, c'est une chance que vous avez voulu venir aujourd'hui. Donc la République aussi salue cette entreprise. Et pour un pays du Sahel, avoir la pluie sur un événement, c'est aussi une bénédiction. Et alors c'est sous ce mot que je voudrais vraiment remercier TAS et vous remercier aussi de votre patience. Cissé l'a souligné, c'est un de nos jeunes qui est venu tôt aujourd'hui, qui m'a laissé cette chemise, qui m'a dit « Ah, j'ai vu l'annonce du café artistique et je voudrais vraiment que tu portes ma chemise aujourd'hui. » Il a l'habitude de m'offrir des habits et sa boîte s'appelle Javatex. Bon, je connais son père et il suit les traces de son père. Et que chacun devienne son père. Merci.